Oui, et l'Iran, en fait, joue une partition qui est très claire, c'est qu'en fait, le seul moyen de pression réel qu'ils ont sur les États-Unis, c'est le contrôle du détroit d'Ormuz. Or, les Américains essayent de pouvoir montrer qu'ils peuvent passer outre le contrôle iranien pour faire passer des bateaux. Pourquoi ? Parce que Donald Trump a quand même des échéances en tête, il a les mi-termes en novembre prochain. Or, il y a une règle sur les mi-termes, c'est que depuis la Seconde Guerre mondiale, à chaque fois que le prix du carburant était trop élevé, tous les présidents américains ont été battus. Donc, il a besoin de faire baisser le prix du carburant et donc de libérer le détroit d'Ormuz. Autre levier aussi pour lui, il ne peut pas rentrer chez lui également avec une défaite sur le bras parce qu'il finirait comme Jimmy Carter en 79, ce qui avait conduit à sa défaite à l'élection présidentielle. Donc il doit prendre tous en compte ces éléments, il doit négocier avec l'Iran, mais il ne doit pas apparaître trop faible non plus. Du côté iranien, ils doivent négocier avec les États-Unis parce qu'ils ne peuvent pas tenir longtemps comme ça, mais dans le même temps, ils ne peuvent pas sortir perdants parce qu'ils ont quand même perdu leur guide suprême, ils ont perdu un certain nombre de dignitaires, donc ils ne peuvent pas faire une prix allégée. Et donc en fait, vous êtes dans une tactique où chacun des deux camps essaye de faire pression sur l'autre pour pouvoir obtenir le plus de marge de négociation possible en montrant c'est toi qui es plus en difficulté que moi, donc tu as plutôt intérêt à accepter cette négociation que moi j'ai à le faire. Et donc les deux vont essayer de montrer ça et de dire c'est à l'autre partie de faire des concessions et pas à la sienne. Quand on regarde la situation exacte, en fait la question qui va être posée sur la question iranienne, mais qu'on a même depuis le 7 octobre 2023, c'est que l'Iran fait souvent des coups de pression en disant qu'ils sont capables de riposter, qu'ils sont capables d'attaquer fort, mais jusqu'à présent, notamment sur le cas israélien, ils n'ont jamais attaqué au-delà pour provoquer une guerre totale. Et donc, en fait, le jeu pour eux, ça va être de dire à quel point ils sont capables de mettre la pression sur les navires américains, jusqu'à quel point, en fait, ça va être le point de non-retour qui conduira Donald Trump à déclencher une guerre plus importante. Moi, je pense qu'ils vont tirer, mettre des coups de pression, mais qui ne peuvent pas conduire à la mort d'un soldat américain ou de couler un navire américain, ce qui obligerait Donald Trump à lancer une invasion de plus grande ampleur. Si je peux... Effectivement, Donald Trump, là, on sait qu'il a déclaré qu'en parallèle, il y a des négociations. Mes représentants, dit-il sur True Social hier, mes représentants ont des discussions très positives avec l'Iran et ces discussions pourraient déboucher sur quelque chose de très positif pour tous. Alors, on connaît la communication de Donald Trump, mais tout à l'heure, on en parlait avec nos invités en plateau et Adel Bakawa nous disait, là, le régime iranien est très, très atteint économiquement. Est-ce que là, Donald Trump, malgré tout ce qu'on peut dire, a utilisé la bonne stratégie pour faire pression sur le régime iranien? Je pense que Donald Trump visait quelque chose de différent. Il visait à faire mieux que Ronald Reagan, c'est-à-dire à faire ce qu'on appelle un changement de régime. Il voit bien que c'est compliqué, donc du coup, il est à peu près changé de stratégie. La difficulté qu'il a, c'est que s'il fait un deal qui conduirait uniquement à l'abandon du nucléaire, ce serait le même deal que Barack Obama, qu'il a lui-même dénoncé en 2015 et en 2016 et qu'il a lui-même rejeté et annulé. Et donc, il doit obtenir des concessions supplémentaires. Or, le régime iranien, quand même, depuis quelques semaines et quelques mois, a plutôt repris la main avec le contrôle du détroit d'Ormuz. Ils ont réussi à reconstituer leur force et un peu leur marge. Et surtout, il n'y a pas eu de révolution sur le plan interne. Et donc, ils peuvent tenir à peu près le pays. La question, c'est qu'ils peuvent tenir combien de temps ? Et c'est là, en fait, le problème qu'a Donald Trump. Si Donald Trump avait beaucoup plus de marge de manœuvre en termes de temps, il aurait pu attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Et à ce moment-là, il aurait plus de marge. Mais là, comme il n'a que 6 mois, je pense qu'il est obligé d'arriver à un deal. Il est obligé d'arriver à un deal avant l'été, si possible, parce que les Américains vont partir en vacances et les Américains n'ont pas exactement les mêmes méthodes de consommation que nous, parce qu'ils sont beaucoup plus en voiture et surtout son électorat à lui, et qu'il ne peut pas se permettre d'avoir cet handicap-là avant l'été. Et donc, je pense qu'il va essayer d'obtenir le maximum possible, en mettant le maximum possible de pression sur l'Iran, en obtenant soit une concession sur le nucléaire, soit autre chose en plus qui lui permettrait de dire qu'il a fait mieux qu'Obama et que finalement, il a eu raison de dénoncer le deal de Barack Obama en 2015-2016. Oui, effectivement, sur France Info tout au long de l'après-midi. Mais là, Yael parlait de crise pétrolière et on parlait des conséquences sur l'économie française, sur la politique française. On va en parler dans quelques instants, puisqu'il y a un candidat qui s'est déclaré hier soir. Est-ce que ce contexte peut jouer, là, dans les mois qui viennent, si cette crise dure? On apprend encore une fois cet après-midi que la marine iranienne a tiré sur des navires américains. On a l'impression quand même qu'on franchit un cap. Est-ce que ça signifie que ça va teinter les mois qui viennent et la politique française? Oui, parce que ça veut dire que vous ajoutez une crise économique à la crise politique et que forcément ça aura un impact sur l'opinion publique. Il faut se rappeler que les deux chocs pétroliers avaient eu en 73 et en 79 et que ça avait conduit notamment à la défaite du Valéry Giscard d'Estaing qui était président sortant. Ça aura un impact sur le plan économique parce qu'en fait, on va être dans un contexte où la croissance économique va être très faible et surtout, la croissance va être inférieure à l'inflation. Donc, ça veut dire traduction réelle pour l'ensemble des Français, c'est-à-dire que les Français vont perdre en pouvoir d'achat tous les mois, tous les ans, ils vont perdre en pouvoir d'achat lorsque vous avez une inflation qui est supérieure à la croissance. Autre point qui est difficile pour l'État, c'est que, en fait, quand vous avez ce type de réponse, après les deux chocs pétroliers, en fait, les gouvernements occidentaux adoptent 2 types de réponses possibles. Soit vous faites une réponse keynésienne qui est à peu près mitterrandienne, c'est-à-dire que vous injectez de l'argent public dans le marché,
La difficulté que vous avez avec cette réponse-là, c'est que la France n'a plus d'argent, donc ça veut dire en situation de crise avec une dette qui est très élevée, un déficit public qui est très important. Et l'autre solution possible, c'est que vous faites ce qu'on appelle une politique de l'offre qui a été menée par Thatcher et par Reagan. Or, la difficulté que vous avez actuellement pour Emmanuel Macron, c'est que d'une part, une politique de l'offre, ça met du temps à prendre des effets entre 2 et 4 ans, donc il n'a pas ça devant lui, il n'a plus qu'un an de mandat. Et surtout, il faut avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir adopter des réformes dites structurelles. Le sujet sur le pétrole, je pense, et c'est les Émirats qui ont donné la clé de la tactique de Donald Trump, c'est que je pense que Donald Trump fait pression sur les pays du Golfe pour qu'ils augmentent leur production. Il est probable aussi que Donald Trump augmente sur le plan interne américain, et on a aussi le lien du Venezuela, mais ça va être beaucoup plus dur parce que les infrastructures ne sont pas en état, mais qui demande une production qui est beaucoup plus accrue aux pétroliers américains, surtout qui votent la plupart du temps républicains, pour en fait sauver les midterms, mais surtout donner du temps pour que Donald Trump fasse et soit en meilleur rapport de force avec l'Iran. Quelle est à peu près la stratégie? Moi, je pense que c'est à peu près celle-ci. Il se dit qu'en fait, s'il n'y a pas eu de révolution sur le plan interne iranien, c'est parce que les gardiens de la révolution tiennent encore le régime. Mais les gardiens de la révolution, en fait, ont beaucoup d'actifs, ont beaucoup d'assets financiers. Et je pense qu'il y a un contrôle international, notamment le fait que les Américains ont une puissance colossale sur le contrôle de la monnaie et des banques. L'autre point aussi, c'est qu'ils veulent assécher les devises du corps des gardiens de la révolution pour en fait conduire certains à déserter ou à passer des deals avec l'administration américaine pour ensuite après faire un échange en disant on vous libère vos assets, mais en échange vous désertez le régime. Et donc je pense qu'il met cette pression-là contre le guide suprême pour l'obliger à entamer une négociation qui est beaucoup plus forte. Et pour ça, il a besoin de temps. Mais c'est ça, c'est ce que je veux dire, c'est que ça prend du temps. La difficulté, c'est que moi je pense que le bascule qu'il a, c'est le 4 juillet, au moment de la fête d'indépendance américaine, et au moment du départ des vacances des Américains, qui vont être obligés de prendre leur voiture, surtout son électorat à lui, avant les midterms. Et s'ils ne partent pas en vacances à cause de lui, je pense que c'est perdu pour lui.